Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur les sciences humaines et sociales dans le sport. Après avoir parlé du sport et de la socialisation dans la vidéo précédente, nous allons maintenant aborder la thématique de la sociologie descriptive du sport. 4.2 Sociologie descriptive du sport. Cette partie se composera de 4 points. Dans un premier temps, nous parlerons de la démographie sportive. Dans un second temps, nous aborderons les modalités et les taux de pratique. Dans un troisième temps, nous parlerons de la segmentation de la population et nous terminerons par la disparité de diffusion géographique d'une pratique sportive. 4.2.1 La démographie sportive. La démographie sportive s'inscrit dans une sociologie descriptive. Il s'agit de décrire de manière quantitative l'état de pratique sportive afin de poser les bases d'une explication sociologique. Depuis les travaux fondateurs d'Emile Durkheim, la sociologie s'attache à établir des liens statistiques entre les phénomènes. Ainsi, elle cherche à produire une connaissance chiffrée des faits sociaux. La production des données concernant les taux de pratique sportive, par exemple, représente un préalable essentiel à toute analyse sociologique des pratiques et des pratiquants. Ce sont les enjeux et les apports de cette sociologie descriptive que nous allons exposer ici. 4.2.1 La démographie sportive. Commençons par donner une définition de la démographie. La démographie est une science sociale proche de la sociologie qui a pour objet l'étude des populations humaines. Elle va chercher à en étudier l'état d'un point de vue quantitatif en fonction de différentes caractéristiques. L'effectif, la densité, la structure par âge, le sexe, par exemple. Appliquée au sport, la démographie sportive cherche à identifier les caractéristiques de la population sportive. Par exemple, connaître le nombre de sportifs en France. Pour connaître le nombre de sportifs en France, il faut se poser la question comment compter les sportifs en France. Il existe de nombreuses enquêtes de démographie sportive réalisées par différentes institutions. L'INSEP, l'INSEE, l'Observatoire du sport, l'Atlas des fédérations sportives. Si l'on compare les différentes enquêtes qui cherchent toutes à chiffrer la pratique sportive des Français, on observe des résultats très différents. Cela tient à la définition adoptée du sport ou de l'activité sportive. Malgré la définition choisie, il est encore très difficile de savoir le nombre exact de pratiquants. Si l'on opte pour une définition institutionnelle, considérant que les sportifs sont les seuls licenciés de club, les études varient entre 18 millions et 21,6 millions de pratiquants, soit entre 27 et 31% de la population française. Les résultats sont différents car on ne peut pas s'appuyer directement sur le nombre de licenciés comptabilisés par les fédérations, et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, les individus peuvent être comptés plusieurs fois, car un individu peut posséder plusieurs licences. Deuxièmement, une licence fédérale ne signifie pas nécessairement être pratiquant sportif. Les encadrants, les dirigeants vont être comptés dans le nombre de licenciés. Cette approche, avec une définition institutionnelle, est une approche restreinte des pratiquants. Parce que certains échappent aux structures fédérales. Les joggeurs, par exemple, ceux qui pratiquent la natation, ceux qui pratiquent la randonnée ou encore l'alpinisme. Maintenant, si l'on opte pour une définition du sport du type autodéclaration, c'est-à-dire en disant « le sport c'est ce que font les gens lorsqu'ils disent ou pensent que c'est du sport », les études varient entre 40 millions et 47 millions de pratiquants, soit entre 64 et 75% de la population française. Dans ce cas aussi, les résultats sont différents, car les individus interrogés ont généralement plus de 15 ans. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas pris en compte dans ces études. Il faut savoir que 50% des licences sportives distribuées le sont à des individus de moins de 20 ans. Dans les fédérations comme la gymnastique ou l'équitation ou encore l'escrime, c'est 80% des licences distribuées qu'ils sont à des individus de moins de 20 ans. Si le nombre de sportifs est soumis à discussion, il n'en reste pas moins que les sportifs comptent et que cela justifie de chercher à les compter. Les pratiquants sportifs constitue une demande sociale qu'il faut comprendre du fait des enjeux économiques, que ce soit pour les équipementiers, pour les médias, mais également pour les organisateurs d'événements sportifs. C'est en partie pour cela, mais également pour mieux connaître les modalités et les taux de pratique, que le ministère des Sports et l'INGEP, c'est-à-dire l'Institut national pour la jeunesse et l'éducation populaire, ont créé le baromètre national des pratiques sportives. 4.2.2 Modalités et taux de pratique.
Dans cette partie, nous allons décrire les chiffres mis en avant par le baromètre national des pratiques sportives en 2018 en France, afin de mieux comprendre les modalités et les taux de pratique des Français. En 2018, 66% des Français de plus de 15 ans, soit un peu plus de 36 millions, ont eu une pratique sportive au cours des 12 derniers mois. En élargissant le champ de l'étude et en y intégrant les activités physiques et sportives à des fins utilitaires, comme les déplacements quotidiens à pied, à vélo ou encore à trottinette, le taux de non-pratiquants s'établit ainsi à 25%. En 2018, la France comptait 54,6 millions d'habitants de plus de 15 ans. D'après l'étude de l'INSEE, il y aurait donc 40 950 000 personnes ayant au moins une activité physique dans l'année. Quand on s'intéresse au nombre d'activités différentes pratiquées, 29% indiquent faire au moins 3 sports différents, 14% se limitent à 2 disciplines et 23% se concentrent sur un seul et unique sport. Bien que la panoplie des disciplines sportives pratiquées soit très variée, la marche et la course à pied s'avèrent de loin les pratiques les plus courantes. 40% des Français déclarent avoir pratiqué la randonnée ou du footing lors des 12 derniers mois. En deuxième position des pratiques sportives les plus attrayantes figurent les activités de forme et de gymnastique qui représentent 22% des pratiquants, une proportion néanmoins près de 2 fois moindre que celle de la marche et du footing. Sur la troisième marche du podium, les sports aquatiques et nautiques, avec 20% des pratiquants. Notons que les univers sportifs les plus prisés par les Français ont donc l'avantage d'être assez souples en termes d'organisation. Ils peuvent être pratiqués de manière assez autonome et sont relativement peu coûteux. Les sports d'équipe ne se hissent qu'en 6e position derrière les sports de cycle motorisés et les sports de raquettes, probablement parce qu'ils impliquent une gestion du temps partagée et beaucoup plus de contraintes organisationnelles. Par ailleurs, la spécificité des sports collectifs, la dimension de la sociabilité, est considérée comme un attrait secondaire de la pratique sportive. Regardons maintenant les pratiques autodéclarées. Si on prête attention à ce tableau, on se rend compte que les 5 pratiques les plus prisées ne sont pas les sports les plus compétitifs. On retrouve la marche en première position, le vélo, la natation, la course à pied ou encore la gymnastique. Ce sont des pratiques qui révèlent beaucoup plus du loisir que de la compétition. Les premières activités étant considérées comme compétitives sont le football et le tennis, avec respectivement 5,4 millions et 3,1 millions de pratiquants réguliers ou non. Comparons maintenant ces chiffres à ceux des fédérations. Pratique autodéclarée versus pratique licenciée. Si l'on regarde ces chiffres, il paraît clairement que les fédérations sportives n'ont pas le monopole de la pratique, y compris pour les fédérations les plus importantes. Les pratiquants autodéclarés de football sont près de 4 fois plus nombreux que les licenciés de la Fédération française de football. Sans oublier que les chiffres concernant la pratique autodéclarée, donnés par l'INSEE, concernent seulement les plus de 15 ans, alors que les chiffres fédéraux prennent en considération tous les licenciés, même ceux qui ne pratiquent pas. C'est-à-dire, comme on en a parlé tout à l'heure, les entraîneurs, les encadrants par exemple. Il faut tout de même noter que le nombre de licences délivrées par les fédérations a bien augmenté entre 1950 et 2018, passant de 2 millions à 18,4 millions. Mais dans le même temps, le nombre global de pratiquants a augmenté plus vite, d'où un point relatif plus faible des licenciés parmi les pratiquants. En 2018, il y avait près de 41 millions de personnes ayant une activité sportive en France. Sur ces personnes, seulement 18,4 millions ont une licence, soit 4 pratiquants licenciés pour 10 pratiquants. Au-delà des chiffres sur la pratique sportive, il est possible de décrire statistiquement les pratiques et les modalités selon des variables classiques en sociologie, comme le sexe ou encore l'âge. On peut alors distinguer des populations différentes qui ne présentent pas les mêmes profils sportifs. 4.2.3 Segmentation des populations. A. Le genre. Bien que l'on retrouve la course et la marche sur la première place du podium chez les hommes et chez les femmes, en fonction du genre, le trio de tête des univers sportifs fréquentés diffère. Pour les femmes, les activités de forme et de gymnastique prennent la deuxième place,
28% d'entre elles sont concernées, contre seulement 15% des hommes. Chez ces derniers, cet univers n'arrive qu'au 6e rang. Ils sont en revanche nombreux à pratiquer une activité de sport de cycle ou motorisé, 23% contre 12% chez les femmes. Ce sont ces sports de cycle, essentiellement portés par la pratique du vélo et du VTT, qui prennent la 2e place sur le podium masculin. Pour les hommes comme pour les femmes, l'univers qui arrive en 3e position est celui des sports aquatiques et nautiques, avec respectivement 19 et 21% des pratiquants. À l'exception des sports de forme et de gymnastique, particulièrement prisés par les femmes, les autres univers sont systématiquement plus déclarés par les hommes. L'écart est sensible sur les sports collectifs, 16% des hommes et 6% des femmes seulement, ou sur les sports de raquettes, 15% pour les hommes contre 8% pour les femmes. B. L'âge. En fonction de l'âge, plus ou moins de 40 ans, les 3 univers les plus pratiqués sont les mêmes. L'univers de la course et de la marche domine, et il est autant pratiqué par les moins de 40 ans, 40%, que par les plus de 40 ans, 39%. Pour les univers suivants, en revanche, et même si l'ordre reste approximativement le même, le niveau de pratique est quasiment divisé par 2 après 40 ans, passant par exemple de 32% à 16% pour les activités de forme et de gymnastique et de 27% à 15% pour les sports aquatiques et nautiques. L'univers des sports collectifs, en particulier, est particulièrement délaissé à partir de 40 ans. 22% avant 40 ans et seulement 4% après 40 ans. Intéressons-nous maintenant à la disparité de diffusion géographique. La géographie sociale peut permettre de visualiser le déploiement territorial d'une pratique sportive à travers son réseau de clubs, son nombre de pratiquants et ses infrastructures. Elle permet également d'étudier la hiérarchie des clubs à partir du niveau dans lequel ils évoluent, en les mettant en relation avec l'armature urbaine, ainsi qu'avec des références historiques ou identitaires. La géographie sociale permet aussi d'analyser la mobilité géographique des pratiquants et de diagnostiquer les disparités territoriales liées à la pratique d'une activité. Prenons, pour exemple, le cas de la Fédération française d'athlétisme que j'ai étudié durant ma thèse. 4.2.4 Disparité de diffusion géographique. A. La théorie des lieux centraux. Pour savoir où, combien et comment sont répartis les licenciés de la Fédération française d'athlétisme, dans le cadre de mes recherches, j'ai utilisé comme cadre théorique la théorie des lieux centraux mise en avant par Walter Christaller. Celle-ci considère la ville comme une place centrale dont le rôle est de fournir des biens et des services à l'espace environnant. Bien que critiqué, John Bay l'a utilisé dans le secteur sportif, notamment au baseball, et parle de la théorie des lieux sportifs. Apparemment, celle-ci marche plutôt bien car elle a été reprise par de nombreux auteurs en natation, en football ou encore en rugby. Cette théorie explique la présence d'un club ou d'une installation sportive en fonction de la hiérarchie urbaine. C'est-à-dire que plus le niveau urbain s'élève, plus nombreux et meilleurs y sont les clubs. Ainsi, il y aurait une corrélation entre d'une part la taille de la commune d'accueil et d'autre part les objectifs des clubs sportifs. La théorie des lieux sportifs montre que la présence de clubs ou d'installations sportives sur un territoire s'organise sur 3 niveaux correspondant à des aires d'influence. Au premier niveau, des aires d'influence locales avec des équipements de proximité. Au second niveau, des aires d'influence départementale et régionale avec des équipements un petit peu plus sophistiqués. Et enfin, au troisième niveau, des aires d'influence nationale et internationale avec des équipements sportifs de très haut niveau pouvant accueillir des grands événements sportifs internationaux. En appliquant cette théorie des lieux sportifs à l'athlétisme, l'on retrouve au premier niveau. Le deuxième niveau possède des infrastructures et des équipements de niveau intermédiaire. On trouve des pistes en tartan, dites de niveau régional ou inférieur, c'est-à-dire des pistes possédant un minimum de 6 couloirs ayant des zones de saut et des zones de lancer. Le troisième niveau, le plus vaste, possède des équipes et des équipements de plus haut niveau pouvant attirer un large public. On y trouve des pistes d'athlétisme classées interrégionales et plus par la Fédération française d'athlétisme, c'est-à-dire possédant un minimum de 8 couloirs, 3 zones de saut et de lancer, mais aussi des tribunes de minimum de 300 places
pour pouvoir accueillir du public. B. La méthode. Pour travailler sur cette théorie des lieux sportifs, nous avons utilisé une méthodologie qualitative avec une participation observante et un travail sur des données documentaires, notamment l'analyse des règlements et des classements fédéraux, et une partie quantitative avec une extraction des données fédérales entre 2010 et 2015 pour connaître le nombre de licenciés. Nous avons aussi fait une extraction des données de l'INSEE pour connaître la population par région. À partir de cette méthodologie, nous avons pu réaliser plusieurs cartes. C'est les cartes. Sur cette première carte, on peut voir la répartition de la pratique sur le territoire. Les points noirs représentent les meilleurs clubs français. Placés dans la problématique de la concurrence avec les autres sports et loisirs, la répartition géographique des clubs d'athlétisme est relativement homogène sur l'ensemble du territoire. Ceux-ci sont représentés par les chiffres sur la carte. On retrouve les plus fortes concentrations de clubs dans les régions où figurent de grandes agglomérations urbaines, les régions les plus foncées. À l'opposé, les zones les moins denses, allant du Limousin jusqu'en Champagne-Ardenne, possèdent peu de clubs, mais ont un taux de pratique similaire aux autres régions, car ces espaces, peu peuplés, connaissent une faible concurrence en termes de loisirs sportifs. Plus l'on descend dans la hiérarchie urbaine, plus la probabilité que des sports concurrents à l'athlétisme soient présents baisse, dans la mesure où les sociabilités sportives rurales suggèrent un réseau de clubs beaucoup moins fourni que dans les villes et dans les grandes métropoles. À ce titre, certains clubs d'athlétisme fonctionnent en termes de fusion pour pouvoir absorber des petits clubs ou créer des antennes en périphérie des grandes agglomérations pour pouvoir toucher un plus large public et attirer de nouveaux licenciés. Cette deuxième carte permet d'identifier spatialement les zones de forte et de faible pratique de la discipline. Nous constatons que les régions les plus densément urbanisées concentrent la majeure partie des licenciés. Prenons par exemple la région Rhône-Alpes, faisant partie du troisième niveau de la théorie des lieux sportifs, car elle possède de grandes métropoles dans lesquelles on trouve des clubs élites, et de plus, les athlètes de cette région ramènent fréquemment des médailles lors d'événements européens ou internationaux. Si les arguments démographiques et de performance ne sont pas vraiment valables pour toutes les régions, certaines ont des arguments médiatiques qui les touchent. À l'image de la région Aquitaine qui se trouve au deuxième niveau de la théorie des lieux centraux. Celle-ci organise depuis 40 ans le Decastar, un meeting international d'épreuves combinées qui accueille tous les ans les meilleurs athlètes mondiaux de la discipline. Durant cette compétition, la Ligue aquitaine d'athlétisme donne la possibilité aux jeunes athlètes de se produire devant un public. On peut voir dans cette démarche une promotion de l'athlétisme auprès des jeunes. Les différentes répartitions spatiales, clubs et pratiquants, montrent une logique sportive multiscalaire, où cohabitent les petits clubs en charge de l'animation sportive locale qui attirent par leur proximité spatiale et leur capacité à créer un lien social, on est au premier niveau de la théorie des lieux sportifs, et les grands clubs aux motivations davantage axées sur la compétition et l'excellence sportive qui attirent les athlètes avec la qualité de leur équipement, de leur encadrement, mais aussi leur niveau en termes de résultats sportifs. On se trouve au troisième niveau de la théorie des lieux sportifs. Ainsi, la répartition de la pratique de l'athlétisme en France se fait sur l'ensemble du territoire en fonction de la théorie des lieux sportifs, même si certaines inégalités existent en raison de variables culturelles ou historiques. C'est sur ces mots que je terminerai cette deuxième partie de la sociologie descriptive du sport. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons le troisième et dernier point de cette quatrième grande partie des sciences humaines et sociales dans le sport, qui s'intéressera au sport entre modernité et postmodernité.